éparse, de manière dispersée, et qui ne permettait pas d'avoir une vue d'ensemble assez systématique de la présence militaire française en Afrique. Donc j'ai épluché à la fois des travaux universitaires, historiques, des travaux, des rapports d'ONG, des centaines d'articles de journalistes français et étrangers, et également des publications militaires, puisqu'on trouve également parfois des informations intéressantes à l'intérieur. Euh, donc les preuves, ce ne sont pas moi qui les ont réunies. Sur l'aspect crime de guerre ou crime contre l'humanité, ce sont essentiellement des ONG ou des journalistes qui ont fait le travail. Pour prendre ne serait-ce que trois exemples précis, quand je parle de crimes de guerre ou crimes contre l'humanité, lorsqu'en novembre 2004, les troupes françaises présentes en Côte d'Ivoire tirent sur des manifestants ivoiriens désarmés, faisant plusieurs dizaines de victimes et plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de blessés. De toute évidence, il s'agit d'un crime de guerre, et d'ailleurs le régime ivoirien avait un temps essayé de faire pression sur la France en menaçant de porter l'affaire devant la CPI. Bon, tout s'est arrangé de manière, on va dire, réelle politique, donc ça ne s'est pas fait, mais je pense que le cas était tout à fait défendable. Euh, Autre cas qu'on peut citer par exemple, lorsque dans la foulée des interventions militaires françaises en Centrafrique, l'armée centrafricaine, et en particulier sa garde présidentielle, mais pas uniquement, mène une politique de terre brûlée contre une partie de sa population sous l'œil de l'armée française qui l'encadre, qui la dirige et qui mène la contre-offensive. Et quand dans le même temps, les officiers français tentent de dissimuler ces crimes, on est bien là également en présence d'une complicité de crimes de guerre tout à fait avérée. Et puis, dernier exemple, pour ne pas être trop long, lorsque, par exemple, le Tchad, après d'innombrables avertissements, continue à recruter et à envoyer au front des enfants soldats, le maintien d'une coopération militaire française au Tchad, et pas d'une coopération innocente, hein, c'est l'armée française qui tient à bout de bras l'armée tchadienne, là aussi on est bien en présence d'une complicité de crimes de guerre flagrante. Alors je prends une autre question. Pensez-vous que la présence de l'armée contribue à la pauvreté de ces pays africains? Euh, Indirectement, oui. Pas directement au sens où ce n'est pas l'armée française directement qui pille et qui appauvrit ces pays, mais l'armée française est là pour défendre les dictateurs adoubés par l'Élysée. Et en ce sens, effectivement, elle a une responsabilité indirecte, mais une responsabilité réelle. Et on sait bien depuis les indépendances que la contrepartie de ce deal, de cette assurance vie donnée aux dictateurs, à certains dictateurs africains par la France, c'est le droit de pillage illimité par ces multinationales. Et d'ailleurs, l'armée française théorise cette dimension-là dans sa doctrine. Elle parle de retour économique sur investissement militaire. C'est-à-dire que quand elle s'implique militairement dans un pays, elle espère bien qu'il y aura des retombées économiques pour les entreprises françaises. C'est tout à fait assumé et théorisé par l'armée française. Alors, il n'y a pas d'autres questions. Je ne sais pas si je développe davantage ou si j'attends. Avez-vous eu des difficultés pour publier? Non, je n'ai pas eu de difficultés pour publier dans la mesure où l'association Survie travaille maintenant depuis longtemps avec un éditeur marseillais qui sont les éditions Agone. Le manuscrit a été retravaillé par contre à plusieurs reprises. En particulier, il y a toute une partie de l'ouvrage qui a été supprimée, qui était sa dimension historique, parce que ça rendait l'ouvrage beaucoup trop long. C'est une partie qu'on peut retrouver sur le site de Survie, qui est en libre, on peut la télécharger librement. Pour le reste, non, j'ai pas eu de difficulté pour publier. C'est un éditeur plutôt engagé et courageux, donc ça n'a pas posé de problème. On me demande si je connais Bernard Lugan et ce que j'en pense. Alors je ne le connais pas personnellement et je n'y tiens pas beaucoup. C'est un historien, même si je ne suis pas sûr qu'il mérite le qualificatif.
qu'on peut cataloguer à l'extrême droite, qui est un nostalgique de l'apartheid, qui a fait des formations, par exemple, pour le Front National de la Jeunesse à une certaine époque, et qui défend des thèses révisionnistes sur un certain nombre de sujets. Voilà ce que j'en pense. Alors, que faire légalement au niveau des grandes cours juridictionnelles pour chasser l'armée française en Afrique? Alors aujourd'hui, la cour qui existe, c'est la Cour pénale internationale. Euh, il y a plusieurs procédures possibles. Elle peut être saisie par des États. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, les États dans lesquels intervient l'armée française, alors pour la plupart des cas, intervient en soutien aux dictateurs en place. Donc ces dictateurs ne vont évidemment pas porter plainte contre l'armée française. Le procureur a aussi la possibilité de s'autosaisir de certaines affaires, mais très clairement, la Cour pénale internationale euh, n'en est pas à un stade d'indépendance aujourd'hui qui lui permet, je pense, de s'attaquer à des grandes puissances ou à des puissances moyennes comme la France. L'autre Cour internationale, c'est celle qui juge les crimes commis au Rwanda. Et effectivement, il y aurait lieu de juger également la complicité de génocide et donc de poursuivre des militaires français. On peut noter à ce propos que lorsque la France a ratifié les statuts de la Cour pénale internationale, elle a exigé une clause qu'elle a été un des 2 seuls pays dans le monde à utiliser, lui permettant de soustraire ses militaires au jugement de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, et justement en raison du Rwanda et de la Yougoslavie, ce qui était à la fois un aveu, mais ce qui était une manière de mettre à l'abri les officiers contre des poursuites judiciaires. Il y a également des poursuites qui sont engagées contre X devant le tribunal aux armées de Paris à propos de la complicité de génocide après des plaintes de rescapés. Mais pour l'instant, ce qu'on peut constater, c'est que l'affaire a l'air plutôt ensablée. On verra ce que ça donne dans les années qui viennent. Mais j'avoue que j'ai peu d'espoir de voir remonter jusqu'au sommet de la hiérarchie le jugement de complicité de génocide si le tribunal se décidait à instruire dans ce sens. On me demande l'armée française en termes de déploiement peut-elle peut-être sécuriser en même temps la Côte d'Ivoire, la Guinée et le Gabon en cas de trouble? Peut-elle Ça dépend ce qu'on entend par sécuriser. Personnellement, j'estime que l'action de la France, enfin de l'armée française en Côte d'Ivoire, n'était pas une action de sécurisation. Au contraire, en créant une zone de partage entre le nord et le sud du pays, je pense qu'elle a créé une sorte de kyste et qu'elle a durablement partagé le pays et durablement prolongé la crise. Et qu'elle a contribué, d'ailleurs elle le revendique, certains de leurs militaires le revendiquent, qu'elle a contribué à donner une crédibilité politique à une rébellion qui peut-être ne le méritait pas. Ça n'est pas de ma part une défense du régime Gbagbo pour lequel je n'ai aucune sympathie, mais en tout cas l'action de la France en Côte d'Ivoire était loin d'être désintéressée et en même temps qu'elle faisait mine de s'interposer pour éviter un bain de sang, elle n'a jamais cessé de défendre ses intérêts et de mener des diplomaties parallèles, ce que certains ambassadeurs ont d'ailleurs reproché ouvertement à certains des militaires français, des officiers français présents sur place. Donc personnellement, je ne pense pas qu'il faille faire confiance et qu'il faille demander à la France d'intervenir dans ces anciennes colonies pour y maintenir la paix, pour y éviter des troubles. Et tout dépendrait de quels troubles on parle. Lorsqu'en 1990,